Je réponds au nom de Chola Magi Mike, promoteur des écoles nommées les Amis de Léopold II. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de mal sur le nom de Léopold II. Alors, nous nous sommes inspirés du côté positif du roi Léopold II. En réaction à de nombreuses inepties qui circulent sur la toile, qui circulent en roue libre depuis trop longtemps, je voudrais désormais me prononcer régulièrement, en vue de donner des éléments de compréhension de notre monde, avec toujours le souci de la recherche de la vérité pour une humanité raisonnable et apaisée. À travers mes analyses, j'espère donner des repères spatiaux et temporels, surtout à une jeunesse africaine exposée à la manipulation mensongère en raison de ce qu'elle est majoritairement ignorante, trop ignorante de son histoire. J'espère aider à éviter les pièges de l'enfermement racial et tribal. J'espère contribuer, à la longue, à l'érection d'une grille générale de lecture indépendante des injonctions d'une bien-pensance trop souvent malhonnête et dictatoriale. On vous dit que la colonisation de l'Afrique noire, que la colonisation fut un mal pour l'Afrique noire. Ben c'est faux. On vous dit que Ramsès II était noir. C'est faux. On vous dit que Léopold II, roi des Belges, a tué 10 millions de Congolais. C'est faux, c'est totalement faux. On vous dit que c'est l'Occident qui empêche le développement de l'Afrique noire. C'est faux. Puisque par rapport à l'histoire, Léopold II n'a jamais piétiné le Congo. Si on pointe du doigt que Léopold II coupait déjà les mains, tuait, comment est-ce qu'il pouvait tuer aussi longtemps qu'il n'avait jamais piétiné le Congo? Donc j'avais compris qu'il y avait beaucoup de mensonges sur ça. Il y avait beaucoup de mensonges. On ne pouvait pas se méfier à ces mensonges-là. Nous, on a pris le côté positif du roi Léopold II et surtout l'unification du Congo, le Congo que nous avons ici, qui était disloqué, était en partie, mais grâce à lui, grâce à sa gestion, son leadership, bien qu'il était loin, on a un Congo grand, un Congo uni. En tout cas, c'est bien pour nous, c'est pourquoi on est fiers d'être appelés les amis. Avant son engagement politique, Lumumba avait une grande admiration envers celui qui a créé l'État indépendant du Congo, le roi génial, le roi bâtisseur. Ce n'est qu'après sa prise de pouvoir qu'il a dénigré la colonisation, tout en voulant maintenir les frontières créées par Léopold II. Cet homme s'appelle Salah. Il regarde le pied et la main coupés de Boali, sa fille âgée de 5 ans. Ce cliché a été pris en 1904, au cœur de l'État indépendant du Congo, une immense propriété privée qui emploie des millions de travailleurs exploités. Oui, en 1904, une commission internationale a été envoyée au Congo inspecter les cas de mains coupées. Oui, donc dans le rapport de la commission internationale envoyée en 1904, on lit à la page 224, donc un indigène de Walla, près de Baringa, apporta à la mission de Baringa et ensuite à la factorerie d'Abir un pied et une main d'enfant qu'il avait coupés. Il venait se plaindre du meurtre de l'enfant par une sentinelle. Quelques jours après, les indigènes de Nsongo apportèrent à Madame Harris 2 mains qu'ils avaient coupées, disant que c'était celles de 2 hommes tués par les sentinelles. En 1902, un indigène vint au parquet de Coquillateville pour dénoncer le meurtre d'un parent tué dans une bagarre
et il avait aussi apporté les preuves. Concernant la femme Boali, je lis à la page 224 du rapport, donc de la commission envoyée en 1904. La femme Boali dit qu'un capita, auquel elle avait refusé de se donner, la battit d'un coup de fusil, et la croyant morte, il lui coupa le pied droit pour prendre l'anneau qui encerclait sa cheville. Et donc les manipulateurs se basent sur des faits réels qu'ils modifient pour sensibiliser la population. Il faut aussi retenir qu'à l'époque de Léopold II, la loi prévoyait une peine d'emprisonnement de 5 ans pour toute mutilation. Donc les personnes qui étaient accusées se faisaient emprisonner. Hein. Donc il y avait une justice qui était indépendante, qui existait quand même. Oui, sur les réseaux sociaux, on dit que Léopold II avait 20 millions d'esclaves. Ici, le rapport précise qu'il y avait des travaux forcés et que c'était maximum 40 heures par mois, donc un peu plus de, disons, 1h40 minutes par jour. Et ces travaux devaient être payés des salaires normaux dans la région. Ça consistait en quoi? Ils demandaient, par exemple, pour nourrir les troupes, il fallait de la chikwang. Donc, les villages aux alentours devaient produire autant de chikwang par village pour pouvoir nourrir les militaires. Ou alors, le long du fleuve, couper du bois pour les bateaux à vapeur, ce genre de choses. Et alors, il y a eu aussi le caoutchouc. Et donc, chaque village, c'était en fonction du nombre de personnes valides d'hommes valides dans le village. Il y avait un quota de caoutchouc à récolter par le village. Ceci explique pourquoi Léopold II, pour la construction du chemin de fer, est allé chercher de la main-d'œuvre en Chine, aux Barbades, au Sierra Leone, malgré ses soi-disant 20 millions d'esclaves. Comme je suis juriste de formation, ça m'intéressait beaucoup de voir comment ils motivaient leurs jugements. Et ces jugements étaient très très bien motivés, c'était simple, court, bref, et c'était toujours le rappel d'un précepte ou d'un proverbe congolais, d'un proverbe africain. Comme par exemple, quand quelqu'un avait volé, le jugement, le dispositif du jugement, puisqu'il est établi que tu as volé, on te coupera la main. Et puis, donc, tu payeras une caisse de bière à ta victime. Vous voyez, on avait adouci, on avait humanisé le précepte sévère, mais qui était encore formulé tel que tout le monde le connaît. Quant aux mutilations du boy Ipongué et de la femme Boali, œuvre de Sentinelle Cupide, elles ont eu le vol pour mobile. Or, ces deux cas, il paraît donc que les mutilations n'ont jamais eu le caractère de torture infligée volontairement et sciemment. Quoi qu'il en soit, un point est hors de doute, jamais le blanc n'a infligé ou fait infliger, à titre de châtiment, pour manquement dans des prestations. Et donc à la page 226 du rapport, je lis « Quant aux mutilations du boy Ipongué et de la femme Boali, œuvre de Sentinelle Cupide, elles ont eu le vol pour mobile. Or, ces deux cas, il paraît donc que les mutilations n'ont jamais eu le caractère de torture infligée volontairement ou sciemment. Quoi qu'il en soit, un point est hors doute. Jamais le blanc n'a infligé ou fait infliger, à titre de châtiment ou pour manquement de prestation, ou pour toute autre cause, pareille mutilation à des indigènes vivants. Des faits de ce genre ne nous ont été signalés par aucun témoin, et malgré toutes nos investigations, nous n'en avons point découvert. Donc ceux qui disent que le rapport de la commission envoyé en 1904 confirme que Léopold II faisait couper les mains, c'est des mensonges purs et simples. L'abbé Martin Kiwele est plus que centenaire. Il est né le 18 septembre 1916. Albertville-Calémie a été fondée en 1916, au mois d'octobre, donc un mois après la naissance de l'abbé Martin Kiwele. Wanasema sana kwa internet kama Babeleji baliuaga batu mingi huku Kongo.
nusu ya Wakongomani paliua na wewe akujua ile mambo na kuko mambo wengine Nemba anasemaga, alikuwa anasema kama Babeleji walikuwa nakata mikono ya Wakongomani wakikatala kutumika, wanakata mikono. Hata mimi naona kama ile kitu wenyewe haiwezekani. Kama unataka mtu atumike, ukimkata mkono atatumika je kazi? Hawezi kutumika tena. Ndiyo, ni bo. Siwezi kukua kikisaidia hapana. Na kama mtu aniandikisha ile kwa sababu alikuwa tunaona nani wa nini Babeleji walikuwa watu onete, please onete. Maana yake unapofanya kazi na kujipa, lakini nusu yake anaandika kwake, lakini kila mtu ukifanya kazi mwezi unaisha na atakujipa, lakini mule ndani uko nini yake. Alors nous, son courage là, son courage, sa vision, sa manière de faire aussi les choses, on a vu que non, c'était quand même un homme qui avait des qualités. Alors c'est pourquoi nous sommes dit non, nous devons aussi se pencher de ce côté positif là. On doit être aussi courageux, on doit avoir la vision de faire bien les choses. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être appelés les amis de Léopold II par rapport à son courage, par rapport à sa vision, par rapport à sa persévérance. Voilà un peu, donc nous voyons les côtés positifs du roi Léopold II. Léopold II, pour créer le Congo, c'est des accords avec les chefs coutumiers, plus de 400 chefs coutumiers, pour créer ce grand pays. Ce n'est pas une guerre d'agression où il aurait tué la population ou quoi. Les chefs coutumiers ont gardé leur pouvoir, alors que dans les guerres conventionnelles, on essaye d'abord de tuer tous les dirigeants. Avec Léopold II, ce n'était pas du tout ça. Les dirigeants, les chefs coutumiers ont gardé leur pouvoir. Et ils se sont juste unis, en quelque sorte, ils se sont mis sous le drapeau de l'État indépendant du Congo pour créer ce Congo indépendant à l'époque. Le rapport de la Commission internationale, et qui dit que ce rapport dit que l'on coupait les mains sous les ordres de Léopold II, là ça devient un mensonge, une manipulation, et cette manipulation n'a pour but que de profiter du peuple congolais. Si on ment à quelqu'un, c'est pour l'induire en erreur, c'est pour profiter de lui. Et à la sortie de ce rapport, c'est quasiment immoral de travailler en réalité pour les Allemands. Et c'est surtout en 1916 qu'on a réalisé leur implication avec l'Allemagne. Et Casamance a été pendu pour haute trahison en Angleterre en 1916. Et Morel a été emprisonné jusqu'à la fin de la guerre. Et cette guerre, cette première guerre mondiale, le plan de la guerre date de 1905. C'est de la sortie de ce rapport qui dit que Léopold II ne coupait pas les mains. Donc ils n'ont pas réussi à arracher le Congo des mains de Léopold II à ce moment-là. Et c'est comme ça que le plan Schlieffen prévoyait d'attaquer en premier lieu la Belgique. Et d'ailleurs, le Congo a été attaqué 6 jours après la déclaration de guerre à la France. Donc avant même que les Allemands ne mettent le pied en France, ils ont attaqué Ouira. Ils ont attaqué le Congo qui était indépendant. Et l'année d'avant, ils avaient envoyé un bateau de guerre sur le lac Tanganyika, qui est le Gravunbetsen, qui est toujours opérationnel aujourd'hui, mais qui est devenu un bateau passager qui navigue du côté tanzanien, c'est le Liemba. Ce bateau date de 1913. Donc l'année d'après le Titanic, les gens connaissent le Titanic, le Liemba, il est contemporain au Titanic. En fait, il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas sur Léopold II, que les gens cachent, et donc beaucoup de mensonges. Par exemple, sur les bons côtés, vous savez qu'à l'époque en Belgique ou en France, les enfants travaillaient dans les usines et dans les mines. C'est Léopold II qui a signé des décrets pour protéger les enfants
Et les femmes aussi. Et si la révolution industrielle belge n'était pas seulement une histoire de machines, mais une histoire de corps humains usés, de sueur noire, de silicose, avant même que le mot n'existe? Derrière chaque tonne d'acier exporté, il y avait des mines qui avalaient des hommes, des enfants et parfois des familles entières. Reste maintenant une question fondamentale. Comment l'énergie du charbon a transformé non seulement l'économie belge, mais aussi l'âme ouvrière d'un pays? Dès le début du XIXe siècle, le charbon belge n'était pas un simple combustible. C'était la force vitale de la modernité en construction. Les bassins charbonniers de Liège, Charleroi et Mons ont vu surgir des galeries profondes, des chevalements, des puits qui semblaient descendre vers un autre monde. La vapeur issue de ce charbon alimentait des machines qui ne s'arrêtaient pas. Les pistons rythmaient des quartiers industriels comme un battement de cœur mécanisé. Ce n'était pas un progrès abstrait. C'était un basculement matériel d'une ampleur jamais vécue dans les anciennes provinces belges. Surtout, ce charbon disponible en masse a concentré l'énergie dans un territoire restreint. Cela a permis d'établir un tissu d'industrie lourde dans un temps extrêmement court. La Belgique est devenue une puissance manufacturière avant la majorité du continent européen, car elle disposait d'une énergie dense, stable et mobilisable immédiatement. Après la conférence de Berlin en 1885, c'est à la conférence de Bruxelles qu'il a demandé que les pays signataires de la conférence de Berlin prennent en charge tous les orphelins dans leur pays. Donc encore quelque chose de social. Nous voici au cœur de l'Afrique, à Alberta, dans le nord-ouest du Congo belge. Ce groupe scolaire nous offre l'image d'un centre type où se forment les élites noires. La vie est belle, telle est la devise de cette école, dirigée par un révérend père missionnaire qui, depuis 34 ans, a vu croître son école. On disait les Noirs peu disposés à l'étude. Le projet initial envisageait une école pour une centaine d'élèves seulement. Aujourd'hui, elle peut en héberger 500. La lueur de l'aube se répand dans l'immense dortoir. C'est l'heure du réveil. Le clairon sonne. À Alberta, le nombre des surveillants est réduit au minimum, mais ils se lèvent comme un seul homme. Déjà, le clairon les appelle au dehors. En Afrique, l'aube est fraîche et merveilleuse. C'est l'heure qui convient parfaitement pour les exercices physiques. Ce n'est pas l'espace qui manque. La cour est immense. Au Congo, pays en pleine évolution, il faut voir grand. En suivant le même modèle de l'initiative du roi bâtisseur Léopold II, le gouvernement congolais a pris des initiatives pour prendre les enfants qui dérangeaient les citoyens congolais et la population congolaise dans des routes, dans des aires tardives. Ces enfants appelés les enfants Cheke, Kuluna et autres. Le service national, qui est un organe public spécialisé rattaché à la présidence pour l'encadrement de jeunes désavoués, qui aujourd'hui on les appelle le bâtisseur de la nation, qui est coordonné par le lieutenant général Jean-Pierre Kasson Kabouik. Mais au Bossani, on peut s'engager une situation effective. On a besoin d'une situation effective. 269 projets. 269. Combien de bâtisseurs, combien de cadres? L'indépendance, si vous regardez à l'indépendance, la population, à l'indépendance, vers les années 60, là vraiment on a une réelle idée de la population des pays avoisinants et du Congo. En vue des élections, on a fait les recensements. Et au Congo, vous avez 15 millions d'habitants pour les élections. Si vous confirmez avec les pays voisins qui en théorie n'ont pas eu de génocide, vous regardez par exemple avec le Congo-Brazza,
Congo-Brazza, à l'indépendance, il n'y a que 1 million d'habitants. Le Congo a été peuplé vraiment. Oui, le Congo-Brazza est 7 fois plus petit que le Congo-Kinshasa. Donc si vous faites 1 million x 7, vous arrivez à 7 millions. Vous n'arrivez même pas aux 15 millions du Congo, où en théorie il y a eu génocide, où normalement on devrait avoir, au Congo-Brazza, on devrait avoir 4 fois plus. Vous faites la même chose avec le Soudan, vous faites la même chose avec la République centrafricaine, vous faites la même chose avec l'Angola. L'Angola c'est un petit peu mieux, on arrive à 10 millions, donc là c'est un peu plus que la moitié. Mais tous les autres pays, Zambie et tout ça, c'est la moitié de la population du Congo. Donc s'il y a eu un génocide au Congo, qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays-là pour que ce soit encore plus grave? Donc c'est vraiment pour prouver que c'est des mensonges. On a attaqué Léopold II justement parce qu'il faisait Léopold Ier, c'est pas un Belge. C'est les Belges qui lui ont demandé de devenir le roi des Belges. On dit le roi des Belges, on ne dit pas le roi belge, c'est un roi des Belges, c'est un étranger. L'avantage, c'est qu'en Belgique, vous avez les Flamands, les Wallons. Ça a permis de maintenir unis des tribus différentes. Et c'est la même chose que le roi Léopold II a fait au Congo. Il a unifié toutes des tribus, sans qu'il y ait de tribalisme, sans qu'il y ait... par la suite, il avait prévu que parmi les chefs coutumiers, donc ça allait tourner, c'est un des chefs coutumiers qui allait devenir le chef de tout le Congo pendant une période, et ainsi de suite. Donc il maintenait les chefs coutumiers, et c'est parmi les chefs coutumiers qu'allait être choisi le grand chef du Congo. Ça, c'était sa vision. Mais pas commencer à décimer la population, ça c'était un mensonge. Le cartographe Paul Vidal de Lablache publiait une carte de l'Afrique qui définit le centre de ce continent sous le vocable « régions inexplorées ». C'est en 1877 seulement que Stanley dessinait le parcours incertain du fleuve Congo qu'il venait de descendre. Les contrées environnantes restaient terra incognita. En 1880 sont arrivés dans ces terres inconnues ceux que l'on pourrait considérer comme les pionniers de l'ouverture du peuple congolais à l'alphabétisation. Les premiers missionnaires, les uns envoyés par le cardinal Lavigerie, s'implantèrent sur la rive ouest du lac Tanganyika. Les autres, les pères du Saint-Esprit, s'établirent à Boma. Ces enseignants et leurs successeurs découvraient une mosaïque de plus de 200 peuplades parlant chacune sa propre langue et dont les connaissances étaient limitées à leur modeste périmètre. Les témoignages contenus dans le présent DVD illustrent par la voix et par l'image ce que des hommes et des femmes mus par un idéal de générosité ont sans esprit de lucre apporté en 80 ans à des populations avides d'apprendre. C'est plus particulièrement depuis 1908, lors de la reprise de l'État indépendant du Congo par la Belgique, que l'État, les sociétés, les congrégations ont largement investi en bâtiments scolaires, en équipements et outillages éducatifs de toutes sortes, en recherche scientifique, afin d'ouvrir à la connaissance les jeunes, garçons et filles, qui venaient à eux. L'enseignement gratuit et non obligatoire s'est développé en un réseau très structuré, du primaire à l'université. Grâce à une instruction en français et en langue locale, s'adressant à la masse, celle-ci acquit, lors de multiples brassages, la conscience d'appartenir à une même culture. C'est de ce terreau qu'est née une nouvelle nation qui s'est progressivement cristallisée en une conscience nationale forte. La nation congolaise était née. Toute cette richesse évoquée dans ce film a été transmise le 30 juin 1960 à l'État congolais. Sait-on qu'au moment de l'indépendance, près de 1 700 000 élèves fréquentaient le réseau des écoles du Congo belge. Le présent travail, réalisé à l'initiative de l'ASBL Mémoire du Congo,
a pour but de sauvegarder la mémoire de ces derniers ouvriers de l'éducation et de procurer aux historiens de l'avenir un éclairage authentique sur l'un des apports majeurs de la colonisation. Voici, pour commencer, le témoignage d'un Congolais, le père Ekwa. Moi, je suis le pur produit de la colonisation parce que de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, moi, j'ai été sous le régime de la colonisation. J'avais fait toute ma formation sous le régime colonial, de l'école primaire jusqu'en 1960 à Louvain. Quand j'ai terminé mes études, le pays n'était pas encore indépendant. Quand la Belgique est arrivée, il y a une chose énorme, une chose extraordinaire. Le rôle de la Belgique, c'est d'avoir ouvert au peuple jusque-là, au fond, en dehors de tout le courant mondial, et la colonisation a eu comme mérite d'ouvrir un peuple jusque-là à l'écart à la dimension internationale et mondiale. Comment a-t-elle été perçue l'école? Je l'ai vécu. Il faudrait distinguer. Au début, on l'a vu avec beaucoup de méfiance. Les parents n'ont vu dans l'école ni un avantage économique ou social, ni un avantage religieux. Je me souviens un matin, mon oncle, le matriarcat, le missionnaire arrive, le père de Decker. Je vais avec, mon oncle donc m'accompagne pour me présenter chez le père. Voilà, il peut aller à l'école. Je suis donc inscrit à l'école. Et c'était comme un pacte d'amitié. Le geste en disant, entre vous, missionnaires, qui venez de loin, et moi, qui suis ici, chef du village, il y a entente, puisque je demande que mon enfant puisse aller dans le type d'école que vous nous demandez. Alors, il y avait des écoles organisées par des privés, qu'on a appelé, qui recevaient d'ailleurs vers la fin, ils recevaient des subventions de l'État. Mais pendant des années, bien avant, c'était les simples bienfaiteurs belges qui finançaient ce qu'on appelait les écoles privées au Congo. C'était le Belge ici qui collectait, je crois, qui envoyait l'argent aux missionnaires. Les missionnaires alors organisaient l'enseignement. Bon. Il y a eu après l'intervention du gouvernement colonial qui a commencé à subventionner les écoles, gérées par les missionnaires. Dites-moi, mon père, l'enseignement était-il gratuit ou obligatoire? Obligatoire et gratuit. Et qu'en était-il des équipements scolaires? Nos parents n'auraient jamais payé l'enseignement. Ça ne leur disait absolument rien. D'abord, ils n'avaient pas de moyens. Et deuxièmement, on allait à l'école, on allait leur demander de financer l'école. Pourquoi? L'enseignement était gratuit dans ce sens qu'on recevait des subventions ou des aides. Les parents ne payaient pas. Donc, si on tient par ça, mais d'autres devaient payer. Ces d'autres, ça a dû être parfois ceux qu'on appelait des bienfaiteurs, ce qu'on appelait un peu plus tard la colonie, le gouvernement colonial. Bon, enseignement. Donc, les parents, les écoles se sont multipliées. En 1960, quand la Belgique donne l'indépendance à sa colonie, toute la province de Léopoldville, la province du Kasaï, la province du Katanga, parce que tout le village avait une école primaire. Le taux de scolarisation au moment de l'indépendance en 60 était de 57%, un des taux les plus élevés de l'Afrique. Et il était aussi bien à peu près le taux, comme beaucoup de pays, comme la Yougoslavie, un certain nombre de pays de l'Amérique latine. Voilà comment le système scolaire avait été implanté. Alors la base étant là, au niveau secondaire, au moment les humanités, les collèges ont commencé à les planter un peu partout, qu'en peu d'années, on a pu avancer très vite et on a avancé vite.
Il y a des enfants qui faisaient tous les jours 2 heures de marche pour aller à l'école et autant pour retourner chez eux le soir. Tous les jours, plus de 50 enfants, garçons et filles, étaient accompagnés par des chasseurs armés qui les emmenaient à l'école. Pourquoi armés? Parce qu'il y avait des bêtes, les léopards et les buffles et tout ça. Ils avaient donc un tas de gens à leur solde et armés qui protégeaient les troupeaux. Ils faisaient la même chose pour les enfants. Ils les emmenaient à l'école le matin. Oh, il y avait une trentaine de gens armés, comme s'ils allaient chasser, hein, qui accompagnaient les gosses. Sur une distance très grande? Sur une distance de 2 heures de marche. Bon, comme je vois surtout des petits-enfants, les enfants qui sont à l'âge d'étudier, ils restent tout le temps, par exemple, à Kakana pour étudier. Et ils sont chez qui à Kakana? Ils sont où? Bini wangu au kama mamangu yao pafutuka. Wale kunafunda abengine bana walipia kama nyumba kapeko bakubwa. OK. Bana walipia ka chambre anikala munde. Pour elle, elle a une petite fille qui s'habite avec sa maman là à Futuka. Et pour les autres, il y a quelques-uns qui cherchent la chambre, qui ont des petits enfants qui sont déjà grandis de 12 ans, de 13 ans. Ils gardent leurs enfants, ils gardent leurs petits là-bas. Donc il y a les familles qui achètent qui paient les loyers là-bas pour garder pour garder les enfants. D'habitude, les enfants ils commencent à étudier à Kakana vers quel âge est-ce qu'ils commencent à étudier là-bas? Kakana batoto wanaanza kusoma kwa kaida miaka ngapi? Miaka 7. 7 ans, hein? Wengine 6 ans. Wangu wanaanza na 6 ans. Pour elle, la voie a commencé à 6 ans, mais les autres peuvent commencer à 7 ans. En 1960, 33 diplômés de l'université et 485 étudiants. Je pense que ce sont des choses qui sont importantes à signaler. Et comme j'ai beaucoup voyagé dans d'autres colonies, les colonies anglaises, africaines, anglaises, portugaises, françaises, je peux vous donner des références. La première université au Kenya, à Nairobi, inaugurée en octobre 1956. C'est gravé dans la pierre de l'université, si vous allez visiter l'université de Nairobi. Dakar au Sénégal, 1960. Abidjan en Côte d'Ivoire, 1963. Conakry en Guinée, 1968. Donc, voilà des pays qu'on nous présente comme des exemples de la formation des élites et qui, sur place, j'insiste, sur place, ne créent leurs universités qu'après le Congo belge, après l'université Lovanium. Wakati wa Mbeleji, mimi nalipata kaye kwa bure. Baba alilipa makuta kidogo sana, nikisouvenir makuta moja inaweza kuwa mawi franc, makuta ndogo sana. Lakini mwile pesa ndio napata amo bic, napata amo crayon, napata gomme, napata amo kaye yangu yote mpaka mwisho wa mwaka. Napata kitabu kia geographie, kitabu kia anatomie, kitabu kia au gré de vague. Napata vitabu vyote vya kumstahili nani mwanafunzi kupata. Leo tunaona batoto wako naandikiwa tourisme, vile vitabu vyote vilienda wapi? Ce sont de milliers de manuels destinés aux élèves du primaire laissés à l'abandon à l'Institut de la Gombe. Un constat plutôt amer de la secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo qui tire la sonnette d'alarme sur la conservation des outils devant servir à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Et quand il justifie ça, c'est toujours 1 million. Ils vous appellent dans une salle, les rapports, nous avons fabriqué des livres, nous avons amené, nous avons fait ceci. Quand vous posez, vous dites $1 milliard, $1 million. Et les $1 million, c'est ça. Avec les experts camerounais, sénégalais, et on ne sait pas quoi encore. C'est comme si dans ces pays, il n'y a pas de tête pensante. De la maternelle à l'université. On ne peut pas trouver les gens qui peuvent gérer ça, qui peuvent être experts.
Il n'y a que des Camerounais. Cécile Chiombo déplore de millions investis dans l'élaboration et la production de ces matériels et pointe du doigt le partenaire de l'EPST qu'elle accuse d'un manque de planification dans la distribution. Voilà pourquoi l'autre fois, du temps du ministre Bakonga, nous avions exigé que les 800 millions ne soient pas décaissés. Lorsqu'on décaisse tout l'argent qui vient de la Banque mondiale, on est en train d'enrichir les gens. Hein? On est en train d'enrichir les gens. Pourquoi ce livre? Regardez, c'est sous la pluie. Hein? Est-ce que ce livre, on ne peut pas le protéger pour les enfants congolais? Hein? Et vous allez, même quand vous allez sur l'avenue du commerce, vous allez trouver ce livre en train d'être vendu. Qui vend? Le grand perdant reste cependant les élèves à qui sont destinés ces manuels, ainsi que l'État congolais qui perd des sommes importantes dans les secteurs éducatifs. L'enseignement ne coûtait pas très cher. Les Belges, je ne sais pas comment ils se débrouillaient. On arrivait dans une école, on trouve des encriers que nos élèves actuellement ne connaissent pas, les encriers, les buvards et de l'encre, porte-plume, hein, alors qu'on plongeait la plume dans l'encrier et puis on écrivait ça. Ils nous apprenaient comment il fallait tenir le bic, comment il fallait tenir le crayon, ainsi de suite. Et quand le bic était épuisé, on nous donnait d'autres. Actuellement, ça ne se fait plus. Une fois que votre bic était terminé, vous allez le payer vous-même. C'est ça sur l'enseignement. En tout cas, sur le plan enseignement, ils ont construit beaucoup d'écoles. Ça, c'est le grand bien que j'admire chez les Belges. Ils ont construit beaucoup d'écoles et qui existent maintenant et dont notre gouvernement profite, hein, et qui ne sont pas réhabilités. Ce sont des bâtiments qui datent de longtemps, mais on continue à les utiliser actuellement. Ici, le Minerval s'élève à 40 000 francs par mois. Il y a des écoles de l'État qui sont gratuites, mais alors vous allez perdre le tout en transport, étant donné les distances qui sont énormes au Congo. Nous étions professeurs à plein temps, c'était un internat. Les élèves eux-mêmes, à cause de l'éloignement de beaucoup de lieux de leur naissance, étaient internes même pendant les vacances. L'esprit était très familial, entièrement gratuit. Oui, j'entends parfois sur les médias des gens dire, bon, l'histoire sera réécrite par les historiens congolais. Mais en fait, l'histoire a déjà été écrite. Par exemple, le cours d'histoire pour la deuxième année secondaire, les livres existent officiels pour l'enseignement du Congo. Ça a été écrit par des Congolais et publié, et ça a été imprimé au Congo par la librairie Mediapol. Donc ça, c'est déjà fait. Le gros problème, c'est que tous ces livres n'ont jamais été distribués dans les écoles. Ils ont été abandonnés et ils ont pourri, soit sous la pluie ou dans des hangars par les termites. Ça n'a jamais été donné à la population, malheureusement. Car si les élèves auraient réellement pu connaître la vraie histoire écrite par les Congolais, je crois que les manipulations sur Internet passeraient beaucoup plus difficilement. L'université officielle d'Élisabethville fut créée le 26 octobre 1955 sous l'égide des 4 universités belges. Elle était le couronnement de l'édifice de l'enseignement officiel laïque. Celui-ci comptait alors 22 établissements secondaires mixtes à programme d'humanité moderne et latine au Congo. Elle fut effectivement ouverte en octobre 1956. Quel bond prodigieux fut réalisé en seulement 80 ans par les populations du bassin du Congo. Quel fut le véritable déclic qui suscita un tel essor économique et causa la naissance d'une identité congolaise jusqu'alors inexistante. En 1880, une mosaïque de plus de 200 dialectes et d'autant de tribus, sans relation les unes avec les autres, occupait cet immense territoire, grand comme 80 fois la Belgique.
Les distances entre les villages étaient immenses et l'absence de moyens de communication flagrant. Le tambour et le troc permettaient de menus contacts entre voisins. L'écriture était ignorée, sauf à de rares exceptions, dans le nord-est, dû à la présence arabe. L'isolement était complet par rapport aux pays voisins. Bien sûr, chaque clan, chaque tribu avait sa propre culture, ses propres croyances, très respectables et respectées, mais la vie sociale était limitée à un modeste périmètre. Rien ne les préparait à la rencontre inévitable avec un monde en complet décalage. Quels sont les éléments qui ont permis la formation non seulement d'un État, mais aussi d'une conscience et d'une conviction, d'une fierté aussi d'appartenir à une même nation, d'être un même peuple? Si les activités économiques du colonisateur belge ont créé et développé un réseau important de voies de communication terrestres, fluviales et aériennes, ont implanté des industries minières, des usines textiles, si le colonisateur a développé la recherche en vue de l'amélioration de l'agriculture et de l'élevage, si le commerce a pu se développer et les services publics s'organiser, tout cela fut fait pour structurer les rouages d'un État. Les étudiants avaient, c'était aussi un des grands avantages, avaient une bourse d'études octroyée par l'État, par le Congo belge, donc, pour les mois de l'année académique. Et cette bourse continuait pendant les vacances. Ils avaient également payé par le ministère un ticket de voyage jusqu'à leur lieu de résidence. Ce qui n'était pas peu de choses parce qu'ils ont été recrutés au départ, Lovanium étant la première université, ils ont été recrutés partout dans le Congo, jusque dans le Kivu et le Katanga, qui étaient à 1500, 2000 km de là. C'était de très bons étudiants. Le taux de réussite en première session était très élevé parce qu'ils étaient vraiment triés sur le volet. Donc, presque, je pense qu'au moins les 3/4 des étudiants n'avaient pas d'examen à faire en septembre. Ils bénéficiaient d'un très grand prestige, bien entendu. Lorsqu'ils revenaient, ils étaient presque considérés comme des grands savants quand ils revenaient. Mais pour qu'un État fonctionne harmonieusement, les relations entre ses habitants doivent être unifiées et vivre dans une compréhension réciproque. L'État ne pourra se développer que si les citoyens adhèrent à des valeurs et des objectifs consensuels. Mais un État doit être plus qu'un organe économique. Il doit être jumelé à une nation. Au Congo, c'est l'alphabétisation d'abord et l'enseignement ensuite comme accessoires initiaux de l'évangélisation, qui furent les leviers et les moteurs de l'ouverture des esprits, les instruments ensuite des contacts de plus en plus larges, le vecteur des nouvelles connaissances, le terreau d'une nouvelle conscience africaine. L'utilisation d'une même langue, le français, la généralisation d'un même programme d'enseignement, l'implantation d'un réseau d'enseignement cohérent dans la totalité de cet immense pays ont permis un brassage positif d'ethnies et de tribus jusque-là, pour la plupart ignorantes, voire même hostiles les unes vis-à-vis des autres. Cette découverte mutuelle sur les bancs des écoles, dans les ateliers, dans les laboratoires, dans les auditoires, a suscité la prise de conscience d'une identité d'intérêt et cristallisé une conscience congolaise. La nation congolaise était née.